à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Conversation secrète, notre émission confinée. Ce format sera l'occasion pour nous de continuer notre activité critique, mais aussi de nous réunir chaque semaine. C'est pourquoi je suis très content de me trouver ce soir en compagnie de mes deux camarades, Corentin Lay Salut Sylvain. et Josué Morel. Bonsoir. On a choisi comme premier objet d'étude The Comey Rule, qui est une série Showtime, et qui se termine sur le plan d'un bureau vide. Évidemment, c'est le bureau de la Maison-Blanche. Et à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore précisément les détails de l'élection, on ne sait pas qui va occuper ce fauteuil. Alors, on va donc revenir sur les deux épisodes de cette mini-série, mais avant cela, je pense qu'on pourrait peut-être aborder la question de la manière dont Trump a pu être représenté ces dernières années dans le cinéma américain et de manière générale dans la fiction américaine. Et pour ça, je vais te céder la parole, Josué. Oui, alors bon, moi je trouve personnellement que la série est plutôt une bonne surprise, mais surtout, il me semble qu'elle arrive à point nommé, d'une part évidemment à cause des élections, mais aussi parce qu'elle traduit quelque chose, je pense, du rapport que le cinéma et plus largement la fiction américaine entretient avec la figure de Trump, qui est un rapport plutôt conflictuel. Je pense que vraiment Trump, c'est à la fois un défi, mais aussi un problème pour le cinéma américain, pour deux raisons principales. La première, et qu'en fait, c'est quelque chose dont on se rend compte, je pense, de manière assez rétrospective, c'est que Trump, en fait, hante le cinéma américain et hante les séries américaines depuis des décennies. Je vais vous donner un exemple très concret. Depuis la rentrée, j'ai fait l'expérience de revoir les Sopranos, qui est une de mes séries préférées, et donc voilà, que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Et c'est une série où il y a beaucoup de questions d'histoire, et on parle de différents présidents passés, il y a Kennedy, Lincoln, Washington. Mais je crois qu'en fait, en fin de compte, le président qui est le plus cité, et qui n'est pas encore nommé, c'est Donald Trump, qui est cité 3 ou 4 fois le long de la série. Et même on se rend compte que, en fin de compte, dans des films qu'on a aimés, et qui en fait sont sortis avant l'élection de Donald Trump, Trump est déjà là. Je cite des exemples récents, par exemple, Loup de Wall Street, la scène où le personnage de Leonardo DiCaprio est surpris par sa femme avec le personnage de Margot Robbie, c'est devant la Trump Tower. Où je pense aussi à des plans d'idéalisme de Francis Ford Coppola, où on voit le personnage de Matt Damon rentrer en bus avec des affiches de The Apprentice, donc l'émission de télé-réalité qu'a dirigé Trump pendant des années. Donc ça, c'est un premier problème, c'est qu'en fait, il est déjà dans les films. Il y a même les gens connaissent maintenant cette règle, à savoir que si on voulait filmer dans la Trump Tower, il fallait que Trump apparaisse dans un plan, fasse un caméo. C'est pour ça qu'on le voit, je crois, dans le deuxième Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, donc Trump est une figure comme ça qui est omniprésente dans l'imaginaire américain. Et puis parallèlement, enfin, il y a aussi un problème, c'est qu'on ne peut pas parodier Trump, puisque c'est déjà un personnage tellement haut en couleur, tellement clownesque, que le réel rattrape la parodie. Il y a pourtant eu des tentatives depuis son élection, j'en pense à deux en particulier. Il y a le Saturday Night Live qui a fait une plutôt bonne parodie de Trump avec Alec Baldwin, qui, sans être méchant, a un peu trouvé le rôle de sa vie dans la figure de Trump. Et puis je pense aussi à South Park, qui avait fait une bonne saison durant l'élection de Trump, et qui avait choisi un personnage emblématique de la série qui est Monsieur Garrison, pour jouer un avatar de Trump. Mais dans les deux cas, il y a eu un essoufflement pour une simple raison, c'est que le réel est plus fort en fin de compte que la fiction. Et au risque de faire un parallèle qui est un petit peu audacieux, j'ai l'impression que le cinéma américain a le même problème avec Trump qu'il avait avec le 11 septembre. C'est-à-dire que d'emblée, le 11 septembre, quel est le problème? C'est que c'est une image. C'est un événement qui est qui est un événement médiatique. Qui est l'image des deux tours que tout le monde a vu, et donc qui est déjà presque en soi du cinéma. Ou disons du moins, la fiction est beaucoup plus forte que la reproduction fictionnelle qu'on peut en faire. Et en fait, se pose le problème avec Trump, c'est-à-dire que Trump a une gestuelle, un look si particulier, sa coupe de cheveux, sa cravate qui dépasse, voilà, que c'est extrêmement dur en fin de compte de le parodier. Donc en fin de compte, le cinéma face à Trump fait un peu la même chose que face au 11 septembre, c'est qu'il va privilégier, à mon sens, une piste, voilà, plus importante que les autres, qui est, je pense, celle de la substitution. Et notamment, une figure unique est celle de Nixon, qui sert de très bon paratonnerre, en fin de compte, pour parler de Trump sans parler de Trump. Il y a deux films récents qui l'ont fait. Un que je trouve très bon, qui est Pentagon Papers de Spielberg, où en gros on voit l'ombre, où on voit la silhouette de dos de Nixon dans la Maison Blanche en train de tricoter. Et je pense d'ailleurs que ce sont les scènes les plus faibles du film, parce que c'est vraiment une parodie, une accusation un peu trop outrancièrement littérale de Trump. Et puis récemment, cas très intéressant aussi, le film d'Aaron Sorkin, Les 7 de Chicago, qui a une critique très positivement critiquable. Bon, moi je serais un peu plus mitigé, mais c'est intéressant parce que le film commence par quoi? Par le remplacement du tableau du président des États-Unis, qui donc trône évidemment dans les différentes administrations. Et donc on a le tableau de Nixon, qui est évidemment le républicain tricheur, autoritaire, voilà, ok, évidemment un parallèle très simple avec Trump. Et il y a une autre figure dans le film qui va servir de substitution, c'est le juge. Alors là, il y a vraiment un détail presque amusant, c'est que le juge est joué, si je ne me trompe pas, je retrouve son nom, par Frank Langella, qui jouait aussi Nixon dans le Nixon Frost de Ron Howard, qui était sorti, je crois, il y a 10 ans. Ou de la même manière, si vous prenez le récent scandale, la figure de Trump apparaît en archive, c'est une figure qui est omniprésente dans le film, mais en fait, elle va être divisée
par deux figures de substitution, à savoir Roger Ailes, donc, qui est le patron de Fox, qui va finalement être destitué, et puis évidemment la figure du magnat Rupert Murdoch, qui dirige les marionnettes dans l'ombre. Et il me semble que ces principes de substitution, en fin de compte, ne marchent pas vraiment très bien. C'est-à-dire que la fiction américaine est plus exemplairement comme une fiction plutôt libérale, plutôt démocrate, à charge sur Trump, n'a pas vraiment réussi à saisir la figure jusqu'à cette série. Et alors, bon, on va en parler plus en détail, mais au-delà de ses maladresses, au-delà de ses limites, je trouve que la série a déjà quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle va figurer concrètement Trump, d'une part, mais en plus, elle va prendre la mesure de ce que c'est que de figurer Trump. C'est-à-dire qu'elle va le prendre le temps. C'est-à-dire que durant le premier épisode, par exemple, Trump n'apparaît pas. Ou alors il apparaît de dos. C'est une silhouette, c'est une ombre qui plane. Voilà. Et en gros, presque le cheminement de la série, c'est prendre la mesure et prendre le temps de se confronter concrètement à ce que c'est que Trump, à son visage, à sa manière, à la terreur qu'il suscite. Voilà, en quelque sorte. Ouais, je te rejoins complètement, José, là-dessus. Je pense aussi à un autre film qui, pour le coup, ne faisait pas du tout dans la substitution, mais qui reprenait les images de Trump, c'est Black Klansman. Et là, pour le coup, on était dans la perspective inverse, où de toute façon, c'est déjà du cinéma, donc on le calque, disons, image par image, on le remet dans le film. Euh, sans que ça ait quelque chose forcément à voir avec la série dont on va parler là, mais c'est vrai que du coup, la série prend le temps de le faire apparaître et travaille beaucoup son apparition. Il y a plusieurs scènes où on voit d'abord son ombre dans le coin d'une porte, avant qu'il entre dans une pièce, la fameuse scène du dîner. Je trouve que ça c'est intéressant, la manière dont il apparaît. Après, on pourra peut-être parler ensuite peut-être plutôt des réserves, mais c'est vrai que même si moi je suis pas convaincu que la série parvienne tout à fait disons, à mettre en scène Trump plus qu'il ne le fait déjà, disons, ou d'une différente façon, mais c'est plus en tout cas, elle essaye des choses. Il y a même une scène, au moment où il y a un discours de Trump assez rapidement après son élection, donc au début du second épisode, où on le voit en très gros plan, et vraiment son visage prend toute l'image. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment, voilà, ça devient un monstre. Il n'y a plus rien d'autre à part son visage, en fait, sa tête, qui englobe complètement le cadre. Ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, voilà, disséminé dans une série dont on va détailler ensuite, je pense. Moi, je suis assez d'accord sur cette question de la monstruosité en fait, du corps de Trump dans la série. Euh, pour moi, l'épisode 2, alors on aura l'occasion peut-être de rediscuter de ce qu'il y a avant, etc. Je crois qu'on n'est pas forcément d'accord d'ailleurs sur quel épisode est le meilleur. L'épisode 2, pour moi, est plus intéressant parce que précisément, il y a une confrontation entre Comey et Trump, alors qu'auparavant, il est simplement une... Alors, si je peux me permettre, il faut juste pour un point, il faut peut-être un peu résumer les enjeux de la série, parce qu'en fait, pour qui ne connaît pas la vie politique américaine, c'est assez complexe. C'est-à-dire, c'est à la fois l'enquête sur les emails de Clinton en 2 temps durant la campagne de 2016, qui sont considérés comme un facteur de sa défaite, mais alors, le fait même que ce soit un facteur, je trouve, et d'ailleurs dans la série, intelligemment presque développé, c'est-à-dire qu'on a l'impression au début que ce n'est que le seul facteur. Il y a quand même un personnage au début de l'épisode 2 qui signale, mais tout de même, il ne faut pas oublier que Clinton a fait une très mauvaise campagne. Il y a un conseiller de Trump qui fait, n'oubliez pas qu'elle n'a pas fait campagne dans le Michigan, qui est un des États clés justement dans l'élection entre Biden et Trump. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas non plus croire que l'action de Jim Comey en tant que directeur du FBI est la seule raison qui évalue l'élection de Trump. Mais en gros, c'est ça, c'est l'enquête, enfin c'est le point de vue du directeur du FBI avant qu'il soit licencié par Trump 1 mois, je crois, ou 1 mois et demi après son élection, à la fois sur donc, les enquêtes de mail dont on sait était une forme de cabale pilotée à distance, à la fois par la Russie et le Parti républicain pour saboter la campagne d'Hillary Clinton, et puis ensuite les relations concrètes que va entretenir ce directeur du FBI avec Trump, sachant qu'en tant que directeur du FBI, il est supposé garder une certaine distance vis-à-vis de la branche exécutive, et en particulier, voilà, de la figure du président. Mais qu'en gros, les 2 épisodes racontent ça, quoi. C'est-à-dire cette confrontation, et puis surtout une espèce de basculement dans un certain rapport, en tout cas du pouvoir que va aménager Trump à partir de... Voilà, parce que pour moi, en fait, de toute façon, c'est pas un film sur l'arrivée au pouvoir de Trump, c'est pas un film sur l'Amérique de Trump, en vérité très peu. Ouais. Pour moi, c'est plutôt une interrogation sur l'idéalisme démocratique, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que l'articulation entre les 2 épisodes est intéressante pour moi. Dans le premier épisode, la question qui structure tout l'épisode est assez simple. Tu l'as suggéré en fait dans ton intervention, c'est la question de est-ce qu'il faut faire le bien lorsque faire le bien peut entraîner le triomphe du mal. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, est-ce qu'il faut que le FBI, donc l'institution du FBI, fasse sa mission, mène sa mission à bien, en prenant le risque d'influencer une élection et en plus de faire élire quelqu'un qui potentiellement menacera l'institution elle-même. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que
cette question est posée, mais alors même que c'est un film confiné, enfin c'est des épisodes confinés, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des bureaux en train de discuter, etc. Et puis la philosophie quelque part de Comey, c'est sa philosophie du leadership, c'est il faut échanger avec les autres, prendre l'avis des autres, recueillir l'avis des autres, etc. Et que la décision est le fruit d'un travail collectif. Et pourtant, en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est que la vérité n'est pas quelque chose qui va être le fruit de la délibération réellement entre les différents personnages, mais la vérité est avec Comey depuis le départ, euh, que Comey incarne quelque part la vérité, puisque Comey est l'incarnation simplement d'un impératif moral qui redouble celui de l'institution. C'est-à-dire que l'institution a une mission, et c'est la mission faite homme, et donc il est cet homme voilà, qui a cette mission-là. Alors, je dis que c'est intéressant parce que quelque part, ça révèle le fait que dans l'idéalisme démocratique, il y a à la fois la nécessité de la délibération, mais en fait, la vérité est finalement évidente, un peu immanente, etc. Il y a une sorte de... Oui, mais alors, oui et non, parce que pour moi, il y a cette phrase qui est assez emblématique de la démarche de Comey et de sa limite, c'est que lors de la deuxième enquête sur les mails, il a cette phrase très emblématique, très éloquente. Il dit à son adjoint, just find out if it's true. Voilà. Essayez juste de savoir si c'est vrai. Comme si la vérité suffisait. Et en fait, pour moi, la série raconte justement autre chose. C'est pas seulement, évidemment, de savoir qu'on est du côté de la vérité et que Trump serait du côté des fake news. Et ça, de manière très claire, la série, je pense qu'on va y revenir, mais parfois qu'à moitié en scène ces idées. Mais voilà, elle le met déjà qu'à moitié, c'est déjà ça quelque part. Il y a une scène, par exemple, le personnage de Mike Pence dit un mensonge à la télévision, qui est peut-être un mensonge, parce qu'un de ses collaborateurs lui aurait menti, et en gros on a l'archive qui ment, et la fiction d'ailleurs va nous dire la vérité. Et en fait ce que nous raconte quelque part la série, c'est que la vérité ne suffit plus. C'est-à-dire que d'être du bon côté de la vérité, ou même de trouver la vérité, ne suffit plus dans le monde dans lequel on bascule. Et ce basculement, la série, au-delà du découpage en 2 épisodes, elle le met quand même très clairement en scène. Je pense par exemple au premier jour où Comey continue son travail alors que Trump est élu. Il y a un plan assez emblématique où il va presque se réfugier dans les toilettes. Il est face au miroir, il s'asperge le visage d'eau et la caméra fait un panoramique pour passer du reflet à son visage qui est maculé d'eau, pour dire voilà, on est dans le monde d'après. Et c'est quoi le monde d'après? C'est évidemment le monde de la post-vérité, mais c'est aussi le monde un peu monstrueux dans lequel nous fait basculer Trump. Et sur ça, quand même, voilà, il y a un cheminement qui est quand même assez distinctement organisé, articulé, orchestré, mis en scène. Je suis d'accord avec toi, mais c'est à ça que je voulais emmener en arrivée, quand je disais qu'il y avait 2 épisodes. Et en fait, ce qui m'intéresse dans la confrontation avec Trump qui arrive dans le 2e épisode, c'est précisément que cet idéalisme va être un peu mis à mal, en tout cas questionné, puisque voilà, la vérité ne va plus vraiment suffire. Et pour moi, la séquence la plus belle, c'est le moment où Comey et Trump se retrouvent face à face, et petit à petit, Comey s'aperçoit qu'ils sont de 2 mondes qui ne peuvent pas communiquer. Mais là où c'est pour moi intéressant, alors il y a un truc qui est marrant, c'est que souvent dans les soaps, on a un plan qui revient régulièrement entre les séquences, et c'est souvent un plan sur la ville, etc. Vous savez, par exemple dans Friends, je crois qu'on a un plan de coupe. Ouais. Un plan de coupe. Ici, le plan de coupe qui arrive assez souvent, c'est un édifice sur lequel il y a marqué, je crois que c'est la citation de Locke, là où termine la loi, commence la tyrannie, etc. Et il s'agit justement de montrer, dans cette deuxième partie, que les institutions sont noyautées, quelque part, par Trump. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'arrivée de Trump. Effectivement, c'est vraiment une apparition, c'est-à-dire qu'il ouvre un rideau, donc il entre en scène, et aussi il entre en scène en tant que quelqu'un qui est toujours dans la mise en scène, dans le spectacle, etc. Mais aussi, on le fait entrer dans vraiment une scène de débauche. C'est-à-dire qu'il arrive dans un espace où il est avec des femmes, il y a vraiment à la fois l'aspect sexuel, l'aspect de la souillure vraiment physique du personnage, et précisément le premier truc dont on nous dit que la première chose que fait Trump quand il arrive à la Maison Blanche, c'est de changer le mobilier, en particulier les rideaux, justement. Il change les rideaux. Alors il y a d'ailleurs un gag sur le fait qu'il met il retire les rideaux d'Obama, mais il met les rideaux de Clinton. Et bon, Clinton étant associé un peu à une affaire de mœurs, dont on peut supposer que Comey n'apprécie pas trop ça. Enfin bon, il y a cette idée qu'il est en train de refaire carrément l'ameublement à sa mesure. Mais aussi, il y a des choses sur le plan même de la géométrie, c'est-à-dire que là où les institutions américaines sont quelque chose de précisément très géométrique, c'est à la fois le FBI qui est un emboîtement de cubes un peu, le bureau ovale, etc. Trump introduit là-dedans une sorte de dérèglement complet, dérèglement du protocole, en fait. Tout est fait à sa propre règle, avec des mouvements un peu cassants, etc. Et il y a aussi un truc intéressant, même dans la manière dont ils reprennent l'imaginaire des grandes figures, des grands présidents, et notamment Lincoln.
Il y a cette scène chez Spielberg de Lincoln qui arrive vers la foule et avec ce liseré de lumière autour de lui. On a le même plan en fait là quand Trump arrive pour son discours d'investiture vers la foule. On le voit à nouveau, on voit juste son ombre parce qu'il y a la lumière tout autour, mais cette fois-ci l'ombre est monstrueuse. Et l'idée pour moi c'est que quelque part c'est un corps vraiment sale qui ne peut pas s'insérer dans les institutions. Et donc finalement, la règle, c'est pas simplement la loi, c'est pas simplement qu'il ne respecte pas les lois et les codes de la séparation des pouvoirs, etc. C'est carrément que ce corps-là n'est pas adapté, quoi. Il y a cette idée-là pour moi. Oui, non, moi je pense qu'on peut aussi, tu as évoqué tout à l'heure, Josué, la présence d'images d'archives de Mike Pence notamment. En fait, il faut savoir que tous les personnages qui apparaissent, qui sont incarnés par des acteurs dans la série, n'ont pas d'équivalent en images d'archives. Ils n'ont pas leur double, disons, véridique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a deux plans qui coexistent de vérité. La réalité avec les images de télévision, donc Mike Pence, qui lui n'est pas joué par un acteur dans la série, il est absent. Ça vaut aussi pour Hillary Clinton. Au contraire, Donald Trump, on n'a aucune image de Trump dans la vraie vie, entre guillemets. Et donc voilà, là je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant euh, à réfléchir comment la série essaie de faire cohabiter ces deux modes, disons, de vérité. Donc toi, tu l'as bien expliqué par des fois une jonction d'opposition, je dirais, entre la vérité et le mensonge, la réalité et la fiction, etc. Mais je pense que justement le fait de ne pas forcément faire interpénétrer les deux strates, c'est-à-dire que Trump ne va pas avoir on va pas avoir d'image de Trump à côté de la figure qui est jouée par l'acteur, c'est un peu dommage dans la mesure où en fait la série dit précisément que fiction et réalité ne sont plus vraiment, disons, séparés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que simplement le choix de ne pas faire jouer par des acteurs des personnages que l'on va voir en images qui sont des images d'archives a tendance à séparer un peu la chose et à porter la fiction en opposition, alors que précisément la série dirait l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a une petite contradiction là-dessus dans le choix des images d'archives. Non, moi je suis pas forcément d'accord pour deux raisons. D'une part, bon, il y a une question purement, je pense, de vraisemblance, c'est que ça paraît très bizarre de voir tout d'un coup l'original et le double, mais aussi parce que les images d'archives qu'on voit sont des images d'une platitude incroyable, c'est des images de la télévision classique, et qu'au contraire, et c'est à la fois une qualité et une limite de la série, c'est que la série opposerait donc des images fictionnelles qui sont au contraire baignent dans une lumière crue. Enfin, il y a quand même un truc. Tu parlais de Spielberg tout à l'heure, Sylvain, c'est vrai, il y a même un côté un peu sous Kaminski, quoi. C'est-à-dire, on sent que dans la manière même dont la lumière perce les fenêtres, etc., il y aurait une volonté quelque part de faire un cinéma, enfin vraiment de faire du cinéma, quoi. C'est-à-dire vraiment avec une image et une photographie beaucoup plus marquée. Et en même temps, on sent que la série ne va pas complètement au bout juste de ça, quoi. Et puis par ailleurs, ce que tu disais sur le débordement, je trouve ça très vrai. Par exemple, si on prend le plan pour la première fois commis rencontre Trump, ça part de quoi? C'est vraiment une très bonne idée. Ça part de la cravate qui dépasse, c'est-à-dire les cravates trop longues de Trump. C'est d'emblée, le premier détail qui caractérise le président, c'est que sa cravate est trop longue et qu'en gros elle déborde. Voilà. Et sur ça, je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Non, pour moi, le vrai point faible, entre guillemets, de la série, ce serait peut-être la perpétuation d'un fantasme démocrate. Parce que je pense que c'est quand même une série démocrate, même si on prend comme personnage principal donc un espèce de républicain qui se définit lui-même comme apolitique, mais qui dit dans la première scène, il rencontre Obama, qu'il a voté pour McCain, qu'il a voté pour Romney. C'est quelque part... il faut passer par un relais crédible qui apporte un peu un ensemble de fausses nuances. Il faut passer en fait par une figure en voie de disparition qui est celle du républicain modéré. Ce qui est exactement, le personnage est emblématique de ça. Et je trouve ça très frappant d'ailleurs qu'ils aient choisi Jeff Daniels pour interpréter ça. Alors on pourrait d'une part penser sur une question pure de personnage que c'est Dumb and Dumber, mais en fin de compte, non, la série joue pas vraiment là-dessus. Je pense qu'elle pense plutôt en fait à cette série d'Aaron Sorkin, qui est The Newsroom, où Jeff Daniels incarne un présentateur rigoureux, qui suit quand même un certain idéal de la vérité, mais qui se définit lui-même comme un républicain. C'est-à-dire, en gros, cette figure qui est en train de disparaître avec la trumpisation du Parti républicain, celle de l'homme conservateur d'un point de vue économique et idéologique, mais qui quand même a des valeurs patriotiques et qui croit à l'administration, qui croit au bipartisan, c'est-à-dire vraiment voilà, le républicain qui peut travailler dans le respect des institutions, de la Constitution, etc. Et je pense qu'en fait, la série montre une espèce en voie de disparition. Alors, c'est à la fois intéressant, et je pense que c'est un peu artificiel comme limite, et que ça tombe aussi dans une autre limite qui est celle clairement de la géographie à un moment, quand même. C'est-à-dire que... Pour moi, c'est qu'effectivement, il embrasse pleinement le point de vue idéaliste du personnage, mais même la conclusion, finalement, est précisément...
il y a eu donc cette scène dont je parle tout à l'heure où, quelque part, ça met à mal un peu l'idéalisme du personnage. Parce qu'il y a une forme d'impuissance, il va être viré, parce que de toute façon, rien n'est. Il ne suffit plus de se conformer à la vérité pour que ça puisse. Pour que les institutions fonctionnent. Mais alors, pour autant, finalement, la conclusion, on reste dans un idéalisme des institutions. Il y a cette anecdote qui est dite 2 fois. On dit à un jeune homme à chaque fois: «Souviens-toi, si tu penses que les institutions sont foutues, sors, regarde les monuments, tu verras qu'ils vont rester là, même si les hommes, enfin, ils perdureront, même si les hommes changent.» Et c'est exactement ce que dit le dernier plan du film. Euh, c'est qu'on voit le bureau, il y a personne dedans. Alors évidemment, c'est aussi pour nous dire, voilà, on ne sait pas qui va prendre la succession, c'est un appel à aller voter, etc. Mais aussi, qu'est-ce qui reste quand il n'y a pas l'homme? Il reste le bureau, quoi. Il reste la stabilité des institutions qui sont foncièrement bonnes. Et donc, de ce point de vue-là, c'est le même discours que Comey, quoi. Comey fait que de nous dire, tout le monde fait bien son travail, vous faites bien votre travail, quand il parle de tous ces employés du FBI, etc. Il y a cette idée, pour moi, que voilà, les institutions sont bonnes, et c'est simplement cette espèce d'entité abstraite, presque démoniaque, quoi, qui est Trump dans le film, qui pourrait potentiellement mettre à mal ça. Et il y a une sorte de déséquilibre, quoi, quelque part, c'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose de très sombre qui arrive au milieu de l'épisode 2, et finalement, il y a un final qui nous dit, oui, mais les institutions parviendront à s'en sortir, quoi. Oui, Puisqu'elles sont bonnes, vraiment. Ouais. Ce que d'une manière, c'est que le premier épisode, que moi je trouve quand même assez intéressant, contredit un petit peu. Ce que tu dis est très juste, hein, mais par exemple, un truc tout bête. Hein. Alors au-delà, dans l'épisode 2, il y a souvent les personnages sont trop au-dessus d'eux, un lampadaire, ou alors les hélices d'un ventilateur, donc il y a une menace qui plane de manière générale. Mais je trouve que même dans le premier épisode, bon, entre les deux, déjà, il y a une articulation sur la question de l'information, c'est-à-dire que dans le premier épisode s'étale sur 4-5 ans, je crois, enfin, en tout cas sur une durée un peu plus élargie, et on a de manière rythmique 5 mois, 2 ans, 3 semaines avant l'élection, voilà. Et il y a une accélération à partir, d'une part, dès qu'on se rapproche de l'élection, on passe de jour en jour, et puis après l'élection, en fait, on suit le 3e jour, le 10e jour de l'administration Trump. C'est-à-dire quand même, la série met aussi en scène quelque part ça dans sa structure générale, c'est-à-dire une accélération de l'information et une accélération quelque part du monde d'après que Trump symbolise. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a même une faille. Il y a par exemple une idée de mise en scène un peu étrange que la série fait vraiment 3-4 fois, je crois, dans l'épisode 1. C'est-à-dire, on est dans une conversation institutionnelle entre différents personnages. Il y a un chant, il y a un contre-chant, et en fait, la séquence est terminée par un 3e plan qui révèle en fin de compte une 3e personne qui était en train de parler dans l'échange qui est en train de se dérouler, comme s'il y avait une faille, comme s'il y avait une fissure qui allait se créer. Cette idée qu'il y a quelque chose qui s'insinue dans la structure même de la scène, comme il y a quelque chose qui s'insinue au fur et à mesure dans le montage, qui est l'intervention de 2 agents russes qui sont à Washington. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est en train de gangréner. Et puis évidemment, l'arrivée progressive de Trump participe de ça. Tu sais, dans Twin Peaks, le tout début de Twin Peaks, quand le personnage dit It is in our house now, c'est dans notre maison maintenant. Oui, c'est exactement ça. Il y a un truc très shakespearien là-dedans, le royaume pourri. Évidemment, c'est presque une trajectoire tragique qui est en train de déployer les 2 épisodes. À la fin, on a les petits noms des personnages qui, un à un, ont été virés, comme s'ils étaient morts, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'assez... Oui, mais alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, sur cette question du doute et du poison. Il y a des idées comme ça de scènes qui sont pas mal. Par exemple, je pense, quand ils ont la 2e réunion sur les mails de Clinton, dans le premier épisode, et on a l'impression qu'il y a une fuite, et on ne sait pas d'où vient la fuite. Mais il y a une idée toute simple, c'est que dans l'équipe réduite du FBI, il y a un personnage qui est un personnage féminin qui va demander de se lever et de s'absenter. A priori, rien ne conclut dans la suite des épisodes que ce personnage le traite. Seulement, la réunion se poursuit sans elle et s'achève sur une vidéo de Rudy Giuliani, là aussi un personnage qu'on n'aurait pas pu représenter dans la fiction parce que c'est un clown à part entière, et qui est en train de dire, je ne sais plus sur quelle chaîne, je pense la Fox, qu'en train de dire, mais faites attention parce que d'ici 2-3 jours, il va y avoir des révélations. Donc visiblement, quelqu'un lui a déjà dit. Et instantanément, vu comment la scène est construite, le spectateur se dit, bah, évidemment, la taupe, c'est elle. La taupe, c'est le personnage qui s'est levé durant la scène. Alors qu'en fait, pas forcément, mais disons qu'il y a une manière comme ça d'insinuer, d'instiller le doute, la suspicion, dans un cadre a priori qui est un cadre bureaucratique, normé, etc., qui est un cadre en plus dévolu à la vérité, à la justice, à la clarté. Voilà. Et disons qu'en gros, d'emblée le nom de Trump ou d'emblée la présence de Trump fait peser un espèce de doute généralisé. Il y a ça aussi, le premier plan, je crois, quand Comey revient au bureau du FBI après l'élection de Trump, c'est on voit une main fantôme
envoyer un mail en disant Clinton l'a bien mérité. Et on ne saura jamais qui a écrit ce mail. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est instillé, il y a un poison qui s'est répandu. Et sur ça, bon, la série n'est pas forcément très fine. Vous parliez de la scène du dîner. La scène du dîner est un peu lourdement quand même mise en scène comme une scène de film d'horreur. C'est-à-dire vraiment, c'est Mac Myers qui sort de l'ombre, il dévore sa crème glacée de manière, ou son fromage blanc, je ne sais plus, avec un appétit pas croyable. Il est comparé assez nettement à une figure de la mafia. Donc voilà, sur ça, c'est très clair en tout Ça cas. m'a fait penser à la scène du dîner dans Ghostbusters avec Mélanie Laurent à côté de Christophe Waltz qui est en train de manger sa Oui, glace ça. alors qu'il est en train de dire des trucs un peu qui n'ont aucun rapport avec le sujet qui est là, comme ça, énorme sur la table, quoi. Et d'ailleurs, le moment même de son élection, il y a deux plans qui se suivent où à un moment il va vers la foule comme ça, mais la caméra ne décide de pas le suivre, de ne pas célébrer son investiture, entre guillemets, de ne pas filmer son investiture. Et après, il y a un deuxième plan, là encore, c'est aussi très très lourd, une espèce de punition divine sur Obama qui a ses mains sur le bureau comme ça, avec la Oui, ça c'est un peu lumière en lourd. triangle, etc. Enfin, on est vraiment dans un truc, on dirait que les institutions américaines sont un paradis pur qui d'un coup sont investis d'un mal qui n'était pas là avant. On parle beaucoup, tu parlais C'est ça. beaucoup Je d'une le vois ère comme ça. post-vérité, mais c'est vrai que enfin, quand on y pense, la post-vérité aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont passé le cap. Enfin, ça date Oui, pas mais de là, Trump de passer à. Enfin, on n'est pas passé dans l'ère du mensonge depuis Trump, quoi. Là, je pense que non, mais il y a la quelque chose, série. il y a quelque chose quand même intéressant sur la série, même de manière indirecte, c'est une forme de psychanalyse aussi de ces démocrates qui se demandent mais qu'est-ce qui a foiré en fait Oui, oui, ça c'est sûr. comment ça se fait que Trump soit arrivé là. Et là, je trouve que quand même, il y a une forme de mise en abîme un peu de ce raisonnement-là. C'est-à-dire, c'est évidemment une fiction que les Américains diraient libérale, mais en même temps, voilà, il y a une forme de remise en question, par exemple, en se disant, oh, bah, en fin de compte, est-ce que Comey est le seul responsable de l'avènement de Clinton? Bah non, Clinton a fait une mauvaise campagne. Est-ce qu'Obama n'a pas sa part de responsabilité? Voilà, comment aussi les institutions n'ont pas forcément été à la mesure enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de Trump? En gros, je pense que la question fondamentale des deux épisodes de la série à un niveau diégétique et stratégique, c'est qu'est-ce qu'on fait de Trump? Qu'est-ce qu'on fait de la figure de Trump? Et ben on la représente. On en fait aussi un espèce de croque-mitaine pas possible. Mais je trouve en fin de compte ça en fait plus fin et plus intéressant dans le cheminement et même sur la figure de Comey, qui est un beau personnage quand même, hein, qui est un personnage qui est un personnage presque d'idéaliste de cinéma classique, qui se retrouve catapulté dans un monde qui n'est plus le sien. Ça, c'est assez beau aussi comme idée. C'est-à-dire, il ne peut être que viré parce qu'il appartient à une forme d'ancien monde. Comme ce que je disais, c'est-à-dire la figure du républicain modéré. Il y a un moment, les conseillers de Trump parlent de lui, ils disent il est républicain, oui, mais c'est un DC guy, c'est-à-dire c'est quelqu'un de Washington. C'est-à-dire que d'emblée, être républicain ne suffit plus. Il faut d'une certaine caste de républicains et les républicains trumpistes. Et sur ça, voilà, il me semble que même avec ses défauts, et même à un niveau indirect, presque psychanalytique, c'est presque une fiction démocrate qui se demande, mais quelle est notre part de responsabilité, en quoi on s'est trompé. Et en ça, je trouve ça quand même pas inintéressant. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que le personnage de Comey répète régulièrement que, il le dit souvent à sa femme, que ce qu'il fait, c'est combattre les méchants, combattre les bad guys, qui est précisément la phrase que disait toujours Richard Jewell dans le film, sachant que c'est écrit par la même personne en fait, puisque le réalisateur et le scénariste de The Comey Rule est le scénariste de Richard Jewell. C'est assez marrant. Il y a un lien là-dessus. Et sur ce que tu disais, sur l'espèce de psychanalyse un peu des démocrates, ce qui est intéressant là, c'est qu'elle est complètement mise en retrait. Enfin, c'est-à-dire que tout est concentré sur c'est là qu'il y a une forme d'académisme du film, c'est que ça se concentre vraiment sur des actions extrêmement précises et pas. On est confiné, quoi. On ne sort pas quasiment jamais de ce. Le peuple n'est pas représenté. Hein. Il y a une petite scène de manifestation assez ratée, il faut le dire, qui dure 30 secondes. C'est très différent de ce point de vue-là. C'est pas une série sur ça. C'est pas une série sur le peuple américain, c'est pas une série sur l'électorat trumpiste. C'est une série sur comment les démocrates voient Trump, en fait, je pense. Alors que c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de remontrer. Récemment, tu avais Irrésistible, le film de Stewart, qui lui précisément était une terriblement mauvaise psychanalyse des démocrates, puisque c'était. En plus, il y avait une forme de second degré quand même, mais c'était envoyer un démocrate dans la campagne profonde pour qu'il se rende compte de ses erreurs. Mais là, il y a vraiment un côté. Psychanalyse lourdingue de l'incompréhension entre les deux parties du peuple. Là, il n'y a pas ça dans The Comey Rule, et c'est un peu plus intéressant de ce point de vue-là, je trouve. Pour terminer cette émission, quelques recommandations de mes deux camarades. Corentin, à toi la parole. Alors cette semaine, je crois que c'était la semaine dernière, est sorti, parce que quand vous aurez l'émission, ce sera déjà quelques jours depuis l'enregistrement, est sorti le dernier court-métrage d'Afik Chapong Weerasethakul, donc le cinéaste thaïlandais, qui est un court-métrage de 5 minutes commandé par une galerie d'art canadienne. Évidemment un film de confinement,
très minimaliste, qui en gros consiste simplement en un store dans le jardin du réalisateur sur lequel vont être projetées des images d'une grotte, je crois, avec on voit aussi des lumières fluorescentes. Euh, Ça dure 5 minutes et petit à petit, je pense que l'idée du court-métrage que moi j'aime beaucoup et qui en fait synthétise un peu ce qu'essaie de faire Apichatpong Weerasethakul depuis deux trois films, euh, sans disons tout le système narratif qu'il peut y avoir derrière. Là, c'est vraiment juste un petit peu la synthèse de ce qu'il cherche à faire en image. Ce serait d'entrelacer différentes strates. Lui, il parle de layers dans ses entretiens en anglais. C'est pour ça qu'il filme beaucoup la forêt, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur et il essaie à chaque fois de relier ces différents disons, niveaux d'existence, donc les fantômes, les morts, les vies encore à venir, donc le bout de mie. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça d'un entrelacement général du temps, de l'espace, des êtres. Et là, c'est juste figuré en 5 minutes sur une projection, une surimpression en vidéo qui va finir. Enfin, la caméra se détache de la toile pour aller carrément dans la forêt. Et là, littéraliser encore plus cette jonction, puisque des images de grottes s'entrelacent avec la forêt. Et on voit comme ça un homme disparaître dans la lumière. Donc c'est vraiment voilà, une petite synthèse de 5 minutes assez intéressante, qui je crois va pas rester indéfiniment sur Internet. Donc on mettra le lien dans la description. Je vous conseille de le voir assez vite. Et voilà, en ce moment il n'y a pas trop de nouveaux films qui sont faits. Donc en attendant son prochain film, ce serait pas mal de continuer à suivre son travail avec ce petit court métrage. Josué, Merci j'imagine que c'est Corentin. à toi. Ouais. Oui, alors moi je vais rester aux États-Unis avec l'élection. Je me souviens, Sylvain, quand tu as écrit ton éditorial sur City Hall de Wiseman le mois dernier, tu parlais de la campagne américaine et tu disais que c'est une campagne qui avait produit assez peu d'images. Et de fait, puisqu'il y a une pandémie et parce qu'on a aussi, encore une fois, d'une certaine manière, un candidat démocrate qui a fait assez peu campagne, hein, qui est resté dans son sous-sol, ça lui a été assez reproché, en faisant des vidéos Skype, en train de parler avec voilà, soit des spécialistes, soit des manifestants, enfin des manifestants, des militants. Et inversement, on a un candidat, Trump, qui a fait campagne et qui est un candidat qui a fait des images, qui a produit des images et qui a produit des clips de campagne qui sont consultables sur sa page Twitter, qui recense des trucs qui recense des choses assez incroyables. Et notamment, il y en a deux. Je pense à son incroyable clip de campagne pour quand il est sorti de l'hôpital, quand il a eu le Covid, qui est en fait un espèce de mini-film de Michael Bay de 2 minutes avec une musique tonitruante, on le voit sortir de l'hélicoptère et revenir à la Maison Blanche, c'est-à-dire vraiment la restauration du pouvoir, tous les signes apparents aussi vraiment de l'autorité, hein, le drapeau américain, la Maison Blanche, lui évidemment sans masque qui se tient debout dans une lumière avec la montée de la musique. Et puis alors il y a l'inverse, il y a le clown vraiment clownesque, vraiment le Trump clown. C'est la vidéo qu'il a publiée la veille de l'élection qui recense en fait tous les moments de petits rituels que Trump fait dans ses meetings où en fait il danse seul sur YMCA Village People. Non, mais je trouve en fait il faut regarder cette vidéo au-delà. C'est horrible parce que de certaine manière ça dédiabolise complètement ce qu'est Trump, ça la ramène en fait à cette espèce de personnage bouffon qui peut être assez amusant par certains aspects et en tout cas qui pendant 4 ans au-delà de tout ce que sa politique a appliqué, en tout cas, était un personnage assez passionnant à suivre. Je poserais même l'hypothèse, d'une certaine manière, qui est une hypothèse pas très originale et pas très neuve, mais que d'une certaine manière, Trump suit sur ce terrain-là, du moins assez clairement, la voie ouverte par Obama, c'est-à-dire celle d'un président qui, à la fois, pour le coup, était ce qu'on appelle présidentiel, qui était une figure comme ça d'autorité institutionnelle, mais qui en même temps pouvait presque flirter avec la figure comment dire, de stand-upper, voilà, qui faisait le show aussi dans les live shows, etc. C'était quand même une figure assez cool, et qu'en fin de compte, d'une certaine manière, Trump est presque le double maléfique de ça. Il faut voir ces vidéos aussi pour la gestuelle de Trump, la manière dont il danse, qui est très étrange, sa cravate trop longue, sa coiffure qui est monstrueuse, hein, qui est entre la choucroute et le postiche, enfin, c'est complètement aberrant, et la manière dont il se déplace, plus dans ce climat, pandémie, ou tous ces manifestations autour, enfin bref, c'est vraiment troublant, et je pense que là, pour le coup, ce sont des archives sur à la fois ce qu'a été la présidence de Trump, qui est visiblement, il ne faut pas créer victoire trop tôt, mais qui visiblement est en train de s'achever, mais aussi quel communicant il a été, parce qu'on a beaucoup moqué de Trump, on a beaucoup montré son phrasé, on a beaucoup moqué ses expressions, mais c'est quand même aussi quelqu'un qui a une habilité à contrôler son image et à produire aussi des images, voilà. Et je trouve que ces vidéos le montrent particulièrement bien. Merci à tous les deux. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour le numéro 2 de Conversations secrètes. Merci à toi Sylvain, bonne soirée.